Salut Joris, comment tu vas? Salut Tom, bah, écoute très bien et toi? Ouais, ça va. J'ai vu une petite actu là. Tu prépares un gros coup, c'est ça? C'est ça, ouais, on va lancer le premier du coup bootcamp efficience. Donc c'est un peu en format, on va dire, séminaire sur 2 jours à Paris, 21 février 2026. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir rassembler toute la communauté, on va dire Meraxia, des investisseurs, des pros, des particuliers, des partenaires. Donc voilà, l'idée c'est de passer un super moment tous ensemble, mais surtout de pouvoir, on va dire, donner, transmettre de la valeur, un petit peu de tout ce qu'on a appris sur les derniers mois, dernières années. Ok. Ouais, pas juste un séminaire très théorique où tu ressors peut-être avec de l'énergie, mais finalement pas trop de choses à implémenter. Ouais, en fait, c'est ça. Souvent, post-Covid, il y a eu beaucoup de séminaires qui sont sortis d'un coup. Moi, j'en ai fait plein. J'adore le réseau, j'adore rencontrer du monde et pouvoir échanger. Mais au bout d'un moment, déjà, souvent, c'est les mêmes intervenants à chaque fois. Et puis, en fait, c'était juste du storytelling. Ils racontent leur histoire. Alors, c'est cool, c'est inspirant. Mais quand t'en fais un, deux, trois, quatre dans la même journée, au bout d'un moment, tu dis, OK, c'est cool, je ressors avec la motivation. Honnêtement, 4 jours après, la motivation, elle est plus parce que tu te retrouves tout seul. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien que je pouvais mettre en application. Et donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer quelque chose où on va rassembler du monde en présentiel, ce qui est de plus en plus rare. Il y a de moins en moins d'événements en présentiel aujourd'hui, mais de changer la donne. Et j'ai bien aimé, une petite phrase où en fait l'idée, c'est que les participants vont être actifs. On va vraiment les faire travailler, les faire réfléchir sur leur stratégie, sur leur plan d'action, pour qu'à la fin, ils repartent bien évidemment avec le boost, l'énergie, les rencontres, mais surtout avec quelque chose qui soit actionnable dès le lendemain matin. Ok, trop cool. Bon, on aura l'occasion effectivement d'en rediscuter. C'est le petit aparté parce que j'ai vu ça ce matin. Là, j'ai vu une petite pute passer. L'idée du podcast, c'est de parcourir qui tu es depuis ton enfance et de comprendre finalement pourquoi tu as mis un pied dans l'IMO et dans l'entrepreneuriat. Et donc, la première question que je vais te poser, elle n'est pas évidente pour tout le monde, c'est comment toi tu te présenterais en une phrase. Ok, alors ça dépend à quel âge, mais on va dire aujourd'hui, je prends la théorie Aujourd'hui, ouais. d'aujourd'hui. Euh, on va dire multicasquette. Aujourd'hui, en une phrase, c'est je suis multi-investisseur, entrepreneur, avec une casquette globale de chef de projet. C'est-à-dire qu'aussi bien sur l'immobilier que sur l'entrepreneuriat, l'idée c'est vraiment d'avoir la casquette chef de projet et de pouvoir mener des projets à bien. Donc, en une phrase, passionné par tout ce qui va être le développement immobilier entreprise. Ok, ça marche. Et on va voir que t'es pas né dedans, tu l'as découvert sur le tard, justement. Et je continue de Du coup, découvrir. bah, j'aimerais bien, ouais, exactement. Et j'aimerais bien, du coup, que tu me parles un petit peu de, voilà, de le cadre dans lequel tu as grandi. Est-ce que tu avais des parents entrepreneurs? Est-ce que tu as, voilà, un petit peu qu'on comprenne un petit peu les bases, si tu avais Le des départ. frères et sœurs. Ouais, complètement. Du coup, moi, je suis toulousain. Je pense que ça va s'entendre au fur et à mesure avec l'accent. Euh, Grandi famille classique. Pas forcément beaucoup de moyens, mais pas forcément non plus, on va dire, c'est le storytelling, des gens qui ont grandi dans la cité, qui se font par eux-mêmes. Non, Hmm. c'est pas mon truc. J'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. Euh, je fais des études classiques, euh, lycée, école d'ingé. Et pas forcément de parents entrepreneurs. Mon père bosse en responsable logistique chez Castorama. Ma mère est, on va dire, responsable comptabilité adjointe sur des cours de formation cours du soir, fonctionnaire du coup. Mais par contre, tous les deux, surtout mon père, un côté investisseur IMO qui s'est découvert lui aussi, hein, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de tester des projets, mais pas forcément de côté entrepreneurial. Tu vois, ils sont toujours encore tous les deux salariés, plus pour très longtemps. Mais voilà, donc classique, on va dire. Passionné de sport, je faisais du foot tous les jours quand j'étais jeune. J'entraînais, je coachais déjà à l'époque des équipes de foot. J'étais arbitre, j'étais joueur. Voilà, donc pas mal tourné autour du sport. Et après, on va dire, tant que je pouvais faire des études, j'ai fait des études en me disant, ça me laissera le choix. J'ai toujours eu ce côté de me dire, ça me laissera le choix. Tu vois, je fais ma prépa. Bon, ben ok, je peux continuer sur une école d'ingé. Je continue. Et à chaque fois, l'idée, c'était d'avoir le plus de portes ouvertes. Parce qu'en fait, quand tu fais des études, surtout en classique, toi, je sais que tu as fait l'alternance, donc c'est un peu différent. Mais en Hmm. classique, tu n'as aucune idée du monde de l'entreprise. Donc, tu te laisses le max de portes ouvertes si tu le peux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, si on reprend le Joris dans vraiment le début,
sais pas, je parle de l'école maternelle, enfin plutôt élémentaire, le collège. Est-ce que tu étais quelqu'un d'assez entre guillemets introverti? Est-ce que tu avais déjà des capacités naturelles à l'école? C'était quoi un petit peu ta relation vis-à-vis de ça? Ouais. Alors là-dessus, on va dire introverti dans le sens où quand je connais pas les personnes. Tu vois, quand je connais pas les personnes, j'ai des fois à avoir du mal, quand j'étais petit, ça l'est encore aujourd'hui, à aller naturellement vers des nouvelles personnes que je connais pas, etc. Par contre, du moment où tu as fait un premier contact, tu vois que ça matche un petit peu, ça y est, voilà, je me faisais des potes et des copains hein, assez facilement. Euh, Côté capacité, alors il faut savoir, j'ai sauté 2 classes et j'ai redoublé une classe pour la petite Oui, c'est anecdote. vrai. Mm. C'était quelle classe déjà? En fait, je suis passé de Toulouse à un petit village entre la grande section et normalement le CP. Sauf que comme je suis de tout début 90, bah, un petit peu comme toi, je sais pas si tu as eu le cas comme tu es tout début d'année aussi, tout début 90, et du coup, j'étais avec les 89 en fait à l'école première maternelle, etc. Et quand je suis passé dans le petit village, on m'a dit non, non, vous pouvez pas passer en CP, vous êtes trop jeune, du coup de 8 jours, hein. Mm. Vous êtes trop jeune. Du coup, ben, vous refaites une grande section. Donc j'ai redoublé ma grande section une première fois. Ok. Et ensuite, j'ai sauté le CE2, je crois, parce que bah, en gros, c'était des classes mixtes, on était CP, CE1, CE2 ensemble. Et en fait, en CE1, je finissais mes exos 10 fois plus rapidement. Je faisais les exos du CE2, je finissais avant eux et j'allais lire des livres. Et quand j'avais fini la bibliothèque, bah, du coup, on m'a proposé de passer directement en CM1. Donc, ouais, j'ai des très bonnes capacités d'analyse, on va dire, de prise de recul et une très grande mémoire. Donc, du coup, ça me sert beaucoup, aussi bien aujourd'hui en entrepreneuriat, dans la partie immobilière. Euh, le code Wi-Fi, je le lis, je le retiens. Le code à Mm. 14 chiffres et lettres, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup servi dans les études où finalement, dès que je lisais quelque chose, j'arrivais à retenir et donc ça me permettait de pouvoir apprendre plus rapidement aussi. Ok, ouais, intéressant. Moi aussi pour la petite histoire, mais moi il me l'avait fait dès la première année. Parce que pareil, je suis début janvier, et du coup j'ai redoublé. En fait, ils m'ont mis à l'école à 2 ans aussi, donc j'ai redoublé ma première section. Donc je pense qu'à l'époque c'était assez courant, quoi. Ça nous évitait à nos parents de payer la crèche ou la nourrice. Ça marche. Du coup, cursus école où, voilà, où t'as pas de difficulté, tu passes un bac quoi? Je passe un bac S. Alors maintenant, je sais plus du tout ce que c'est aujourd'hui, mais bac, en gros, bac scientifique. Ouais. Je fais une option espagnol européen, parce que j'adore le côté un peu espagnol et langue. Espagnol européen, option physique-chimie, je crois, à l'époque. À la base, j'étais intéressé par les maths, puis quand c'est devenu trop théorique, je suis passé sur la physique-chimie, enfin, sur la physique, et quand c'était trop théorique, je suis passé sur la chimie, du coup, en termes de ce que j'avais envie de faire plus tard quand je serai grand. Et donc voilà, bac classique, scientifique. Et après, j'intègre directement une classe préparatoire intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus difficile pour les rejoindre, il faut passer un concours, c'est des entretiens. Euh, mais par contre, une fois que tu es intégré dedans, tu as accès après beaucoup plus facilement à des écoles d'ingénieurs. Tu n'as pas de concours pour entrer dans les écoles d'ingénieurs. Souvent, ceux qui sont en prépa scientifique au commerce et qui après rentrent dans les grandes écoles, ils bossent 2 ans comme des malades parce que bah, du coup, il y a un concours et qu'il faut arriver à l'avoir. Moi, de mon côté, du coup, j'ai pu intégrer une prépa, on va dire, qu'on appelle intégrée, donc plus difficile. Mais après, une fois qu'on est à l'intérieur, on sait qu'on a moins de stress parce qu'on sait qu'on a des places qui sont déjà réservées dans les grandes écoles, bien évidemment à condition d'avoir des bonnes notes, mais c'est un cursus comme au Mm. lycée. C'est un cursus entre guillemets, tous les mois, tu as des examens, donc c'est moins dans le rush du concours. Ok. Donc tu disais tout à l'heure en intro que déjà à cette période-là, tu avais choisi ça, mais tu n'avais pas non plus d'idée globale sur le métier que tu voulais faire. Non, exactement. C'était plus me dire qu'est-ce qui me plaît. Bon, les maths. Après, comme je disais, bon, après, ça devient trop théorique avec l'algèbre, etc. Bon, physique. Après, pareil, ça devient un peu trop théorique. Puis après, chimie. Et même après chimie, donc j'ai fait une école d'ingénieur de chimie. Et en dernière année, donc en troisième année, je me voyais pas. Alors moi, je faisais génie chimique. Donc en gros, c'est toutes ces constructions des usines, dimensionnement des grosses machineries en fait, hein, vraiment c'est la partie industrielle. Mais après je ne me voyais pas forcément rester que là-dedans et m'enfermer là-dessus. J'avais qu'une seule porte. Donc en dernière année d'école d'ingénieur, j'ai fait une option qui s'appelait génie des systèmes industriels. En gros, c'est gestion de projet. Et donc là, j'ai ouvert un côté gestion de projet qui m'a permis après derrière de pouvoir soit trouver un boulot dans la chimie, génie chimique, on va dire,
soit trouver un boulot plutôt gestion de projet où là, c'est transverse. J'ai des gens qui étaient en cours avec moi qui bossent à Airbus ou qui bossent à Thales, dans d'autres boîtes aussi. Ok, trop cool. Et du coup, ça débouche sur quoi, toi, une fois que l'école est terminée, tu découvres un petit peu le monde du travail. Est-ce que c'est un choc pour toi? Ou je suppose que tu avais quand même fait des stages au préalable, mais est-ce que tu Ouais. vois un gros gap entre l'école et puis on va dire la nouvelle vie? Alors, il y a une phrase qui est souvent utilisée, on se dit, tous ceux qui font entre guillemets des grandes études, qu'en fait, ce qu'on apprend en école, on l'utilise jamais dans la vie, théorème de Pythagore, etc. Moi, j'ai une vision un petit peu différente là-dessus, où je considère que alors, tout ce que j'ai appris en école, la plupart, on va dire, si on prend techniquement, ça va pas me servir. Par contre, ce que m'a appris l'école d'ingé et la prépa, c'est à partir d'hypothèses, à partir d'une problématique, en fait, tu viens essayer de trouver des solutions. Tu viens vraiment avoir cette réflexion de prise de recul, dire, OK, voici mon problème, voici toutes les hypothèses qu'on m'a données, et quelles sont les solutions possibles, et quel est le cheminement vers la solution ou vers les solutions. Et donc, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps, et c'est vraiment ce qu'apprend finalement pour moi les écoles. Niveau boulot, comme tu l'as dit, j'ai fait un stage de 6 mois en dernière année, 6 mois de gestion de projet, d'options et 6 mois de stage à l'époque chez Pierre Fabre où j'optimisais les lignes de production des cosmétiques. Donc hyper intéressant et rapidement, on m'a donné pas mal d'autonomie sur la gestion de projet de ce projet-là. Super équipe et tout. Donc franchement, j'ai eu une très belle première expérience où en fait on m'a rapidement, en gros, j'ai développé un sorte d'outil qu'après ils ont développé dans les autres sites de production de Pierre Fabre, donc hyper gratifiant là-dessus. J'étais en contact avec directement le directeur de Pierre Fabre, enfin vraiment les grandes personnes de la boîte, et donc tu vois que c'est des gens qui sont assez smart. Hmm. Et tu sens que les conversations, tu vois, sont assez poussées aussi là-dessus. Donc très belle expérience. Puis après, bon, c'était en réorganisation entre la pharma et le cosmétique. Donc j'ai trouvé un autre job là plutôt région parisienne, où là l'idée c'était de me dire, bon, de toute façon on sait, j'ai un diplôme, j'ai pas d'expérience, j'ai rien, j'ai pas de réseau. Donc l'idée c'était de trouver un premier job en disant, je trouve, et puis après dans une grosse entreprise, je fais moi-même mon chemin en allant chercher les opportunités à l'intérieur et pas me dire, bon ok, moi j'ai ce poste-là et je me cantonne à ce poste-là. Au contraire, je suis rentré dans une boîte qui faisait la gestion de projets pétroliers. Du coup, tout ce qui était construction d'usines, pipeline en mer. Et je suis rentré pour contrôler les heures sur les projets, la facturation des heures sur les projets. Un truc, je pense que même un enfant de Ouais. 15 ans pourrait, pourrait faire. Mais du coup, j'ai accepté en fait de prendre un truc qui n'était pas top au début sur une mission de 2 mois. Et puis rapidement, par contre, je suis allé chercher en disant, ben, c'est bon, j'ai fini mon taf, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et puis rapidement, j'ai grandi dans cette boîte-là pendant quasiment 6 ans au départ. Ouais. Mais c'est bien ce que tu dis depuis le début parce qu'au final, tu avais déjà cette réflexion du pas d'après, tu vois, de l'étape supérieure. Alors que tu en as beaucoup qui arrivent dans une boîte et disent, bon, bah vas-y, j'y suis, tant mieux, j'y reste. Et je prends un petit peu mon cas, tu vois, même si j'ai fait de l'alternance et tout ça, une fois que tu es rentré chez Airbus ou dans des gros groupes comme ça, bah, tu dis, ouais, c'est bon, t'as la vie devant toi, tu sais qu'à côté de toi, c'est que des mecs qui ont fait 40 ans de boîte, t'as le temps, tu vois. Et là, du coup, de ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, à peine arrivé, tu avais déjà l'étape de se dire, qu'est-ce que je vais faire après? Comment je vais réussir à gravir, entre guillemets, les échelons pour accéder à un truc qui te plaît encore plus, quoi. C'est une très bonne analyse. En fait, je suis quelqu'un d'assez hyper actif là-dessus. Et c'est vrai que je me disais, de toute façon, je vais dédier 40 heures de ma semaine à cette boîte-là, plutôt que de bosser 25 heures, parce que ça me suffit 25 heures pour faire ce qu'ils m'ont demandé de faire, et les autres 15 heures, je fais rien. Autant aller chercher, en fait, je préférais aller chercher des nouveaux trucs, aller demander s'il y a des choses où je pouvais aider, etc. Et en fait, ce qui a beaucoup aidé, c'est la curiosité. Et dans tout, finalement, c'est dire, ok, tiens, j'ai mon truc. Ah, mais tiens, mon chef de projet, donc je répondais à un chef de projet, tu vois, mais lui, je faisais juste un petit bout du truc qu'il avait besoin. Mais du coup, j'ai discuté avec lui, je dis, ben voilà, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais t'aider sur des trucs, etc. Et en fait, ça m'a donné rapidement accès à des chefs de projet qui, comme tu disais, avaient déjà 20, 50 boîtes, qui étaient du coup très haut placés. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'évoluer rapidement parce que derrière, dès qu'il y avait un poste intéressant, c'est souvent eux qui étaient les décisionnaires. Et ils avaient vu que j'étais. En fait, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était des gens volontaires qui étaient un peu câblés, mais surtout qui avaient envie d'apprendre, en fait, et qui étaient curieux là-dessus. Et donc, ils m'ont dit, ben, vas-y, go, il y a quelque chose qui se libère. On va tester, en fait. Peut-être que tu n'auras pas les compétences, mais au moins, on va le tester. Et puis,
parce qu'on sait que tu peux apprendre sur le tas, quoi. Ouais, ouais, ils t'ont laissé une opportunité que t'as su saisir. Donc ça, c'est cool. Parce qu'au final, on est assez jeune. T'avais quoi? T'avais la vingtaine. Moi, je me revois à cet âge-là, j'étais pas proactif, hein. Donc, il faut avoir cette maturité. Trop bien. Ok, du coup, tu dis que tu fais 6 ans là-bas. De mémoire, c'est aussi pendant cette période-là que tu pars, entre guillemets, en voyage. Enfin, en voyage. euh, En tout cas, donc pour des missions à l'étranger. Raconte-moi un petit peu voilà, comment ça se passe. Je sais pas, c'est une sorte d'expatriation, je sais pas trop comment on peut utiliser ce terme. Et après, regrouper potentiellement avec l'IMO, parce que je crois que ça s'entrecroise à peu de choses près. Et c'est exactement ça. Donc, je resitue à peu près 2012 diplômé. Je postule un peu partout. Je tombe dans cette première boîte. Mission de 2 mois que j'arrive à faire prolonger. J'étais même en tant que prestataire externe, donc je n'étais même pas embauché dans la boîte. C'est un peu une sorte d'intérim de cadre. J'appelle ça un intérim de cadre. Et donc, au bout de 6 mois, 8 mois, en fait, il se rend compte que ben, le taf que je fais, il est top, que je suis volontaire. Donc, il décide de m'embaucher en direct. Et à ce même moment, j'ai un de mes chefs qui passe. Il me dit, ah, tu fais quoi la semaine prochaine et tout. Je dis, bah, écoute, c'était pendant l'été, je pars pas en vacances. Moi, je pars en vacances en septembre en général ou octobre. Il me dit, ah, parce qu'on a une mission là de 2 mois au Brésil, mais on n'a personne qui a envoyé. Je dis, bah, écoute, pourquoi pas, hein. Moi, je suis dispo, je suis en train de lâcher mon appart en plus à Paris, donc pourquoi pas, je suis assez libre, on va dire. J'ai rien qui me retient en France, même pour 2 mois. Et donc, rapidement, sur l'été 2023, il m'envoie 2 mois, enfin 2, 3 mois même au Brésil au début pour une première mission qui s'est finalement transformé en expatriation pendant 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'en fait, sur place, ben, du coup, ils avaient besoin d'un peu plus. Puis moi, ben, j'ai fait mes preuves. Ils ont gagné un nouveau projet de développement pétrolier aussi au Brésil. Donc, j'ai pris la responsabilité du nouveau projet qui s'est développé. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai appris à parler portugais, j'avais mon appart sur place, je vivais déjà sur place, donc c'était plus facile pour eux que faire venir quelqu'un d'externe. Donc pareil, j'ai creusé un peu mon chemin au fur et à mesure et j'ai fait des très bons contacts grâce à ça, parce que bah, les Français qui est là-bas, souvent c'est des très grands chefs hein, qui sont en expatriation, c'est pas les comme moi c'était vraiment un peu une erreur qui m'a envoyé là-bas, c'était un peu les opérationnels, mais les grands chefs, c'est eux qui partent en expatriation, surtout sur de belles expatriations. On était à Rio de Janeiro, donc quand même des très belles expatriations. Et donc Ouais, rapidement, il y a pire. il y a pire. Voilà, en fait, à la base, quand tu es jeune, ingénieur, diplômé dans ce type de boîte, moi, tous mes potes qui étaient de ma, entre guillemets, la même promo que moi en arrivant dans la boîte, tu partais plutôt au Congo, au Nigeria ou en Angola. Tu faisais 2, 3 ans de pige en Afrique parce que tu es célibataire, c'est plus facile à envoyer qu'une famille complète en Afrique. Et quand tu as fait tes 2, 3 ans de pige, là, ok, tu peux après aller au Brésil, au Japon, en Australie, dans les pays un peu plus sympas, aux États-Unis. Moi, c'était plus en mode, tiens, il y a une mission de 2 mois, et puis moi, je vais faire en sorte qu'elle dure pendant 3 ans, parce que j'ai fait mes preuves là-bas. Donc, super, super vie, hein, c'est l'expatriation. Donc, tout est payé sur place, ton appart. J'avais un appart sur ceux qui connaissent Ipanema et les Blonds, donc à côté de Copacabana. Super sympa, la plage au bout de la rue, salle de sport dans mon immeuble où j'étais tout seul quasiment dans l'immeuble. Donc, le taxi qui vient te chercher tous les matins pour aller bosser, qui te ramène. Tu vis un peu ta vie, tu as 23, 24 ans, tu vois, à l'époque. Coupe du monde de foot au Brésil aussi, en parallèle. Donc très sympa. Et comme tu dis, c'est au retour du Brésil, donc en 2016 à peu près, 2016-2017, où je tombe dans l'immobilier parce que ben, j'ai de l'argent de côté. Du coup, je me fais 20 000 euros, 20, 25 000 euros de côté grâce à l'expatriation. À ce moment-là, je me dis, ben, qu'est-ce que je fais de cet argent-là? Il dort sur un livret A, pas en faire grand-chose, j'y connais rien en placement financier ou quoi. Et c'est là où je reviens au début où je disais que mes parents, surtout mon père, avaient commencé l'investissement immobilier, il achetait petits apparts, il retapait un petit peu, il mettait en location. Et je me suis dit, bah, il sait faire, vas-y, go, on n'a qu'à le faire ensemble. Moi, comme je repartais après en expatriation ailleurs, j'ai dit, écoute, on le fait ensemble. Moi, je gère ce que je peux gérer à distance, donc chercher les biens, les analyser, la partie un peu stratégie, gestion financière des projets, qui était mon job finalement. Et lui, il va gérer plutôt ben, les locataires, les travaux, la partie un peu plus opérationnelle terrain, les visites aussi. Et donc voilà, donc c'est là où on s'est dit, bah, vas-y, on a qu'à commencer tous les deux. On s'est lancé ensemble, enfin ensemble. Finalement, toute la famille, on a marqué un petit peu tout le monde, mais principalement tous les deux pour démarrer dans l'immobilier sur des premiers projets. Ok. À l'époque, du coup, tu suis les
compétences de ton père ou de ton côté, tu t'étais aussi formé en parallèle? Parce que c'était aussi l'émergence, peu de choses près, des contenus un peu sur YouTube ou des premières formations. Du coup, ça a été quoi ton choix à cette époque? Alors à l'époque, je connaissais pas du tout tous ces contenus YouTube ou quoi que ce soit. Moi, je me suis dit, bah, mon père, il a déjà fait, il avait, je pense, peut-être une dizaine d'appart au moins à l'époque, 10, quinzaine, depuis 20 ans, hein, enfin certains depuis très longtemps. Donc j'ai dit, bah, en fait, j'ai fait full confiance, vas-y, go, on fait ensemble. Et donc, je me suis appuyé complètement sur ces compétences-là. Sur moi, mes compétences plus de gestion de projet et un peu financier, on va dire, et de tableau Excel, puisque du coup, j'ai monté les tableaux Excel un peu dans tous les sens. Mais après, le reste, sur les deux premiers projets qu'on fait en 2016 et 2017, je me suis appuyé complètement sur les compétences de mon père. Et par contre, c'est après où on s'est rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs fiscales, on va dire plutôt de pas les bons choix de régime fiscaux sur l'immobilier ou les projets tournaient bien, mais en fait, on se faisait un peu avoir par la fiscalité. C'est là où je me suis dit, bon, mais il y a peut-être quelque chose de mieux qui peut être fait que ce que mon père avait déjà fait avant en termes de fiscalité. Et c'est là où je me suis du coup commencé à taper, ben, comme tu dis, sur YouTube, sur les réseaux un petit peu pour découvrir ce qui se fait et apprendre des contenus YouTube principalement. Ok, ouais, intéressant. Et du coup, à cette époque-là, donc tu avais une target en tout cas pour investir, puisqu'après tu repartais du coup en expatriation. L'idée, c'était quoi l'idée de base? C'était d'avoir un complément de revenu, de construire un patrimoine. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vois, on est biaisé par le cash flow à court terme, devenir rentier, machin chouette. Est-ce que c'était ton cas déjà à cette époque ou tu avais une autre vision? Non, à l'époque, pas du tout. À l'époque, vraiment, je me suis dit, c'est placer mon argent. Et j'ai 20 000 euros. À la base, je savais déjà qu'on n'aurait pas de retraite. Je me dis, je place de l'argent, j'ai 20 000 euros, plutôt que ça dorme sur un livret A, je m'en sers comme effet de levier sur des projets immobiliers, donc en mettant de l'apport, on va dire, sur les projets immobiliers. Et dans 20, 30 ans, donc j'avais 25, 26 ans à l'époque. Et dans 20, 30 ans, ben, le crédit sera remboursé et les projets que j'ai, ben, ça me fera ma retraite finalement parce que je sais qu'on n'en aura pas d'ici là. C'était vraiment la première approche, première réflexion que j'avais à ce moment-là. Ouais. Ok, du coup, tu as fait tes premiers investissements. Est-ce que tu repars en expatriation derrière? Ouais, là je repars du coup quasiment à la suite. Là je pars au Nigeria cette fois parce qu'en fait le chef de projet qui m'avait embarqué sur le projet au Brésil, lui ensuite avait pris en main le plus gros projet de la boîte qui était du coup Nigeria pour aller redresser un petit peu. On parle de à peu près 3 milliards hein, en termes de projet. Et du coup, dès qu'il a su que je rentrais en France depuis le Brésil, il m'a dit hop hop hop, viens donner un coup de main et viens nous aider. Sauf que moi à cette époque-là, j'avais pas forcément envie d'aller passer 3 ans au Nigeria, donc j'ai réussi à négocier qu'en 6 mois, 8 mois à peu près, j'allais pouvoir réaliser finalement ce qu'il allait me demander pour filer un coup de main au projet côté finance et faire en sorte qu'après tout soit redressé, recadré et que je puisse repartir et que eux puissent, les équipes puissent continuer. Donc j'ai fait ça, c'était 2016 à peu près, donc j'ai passé quasiment toute l'année 2016 au Nigeria. Là, je faisais pas mal d'allers-retours. Du coup, là, j'étais un peu plus dans l'IMO. Que du coup, on avait commencé le premier projet, on était en train de chercher un deuxième, etc. Donc, je faisais pas mal à distance. J'essayais un peu de faire les analyses, tout ce que je pouvais à distance et de construire les fichiers. Et ensuite, après, en fin 2016, du coup, je rentre en France fin 2016. Et là, je prends une décision, c'est d'arrêter de partir en expatriation, comme je le faisais vraiment sur des périodes très longues. Pourquoi? Parce que bon, on se rend compte quand même que même si la fiscalité n'était pas au mieux, ben, les deux projets ils tournent. C'était simple. On a acheté, on a mis des locataires, petits travaux, mis des locataires en place. Ça faisait 1 an, aucun souci au niveau des locataires. Donc là, on se dit, OK, moi, je me suis dit, OK, c'est cool. En plus, sur les 20 000 euros, ben, j'ai mis zéro d'apport. Alors, à l'époque, on mettait pas d'apport quasiment. Donc, j'avais encore mes 20 000 euros. Donc, j'ai dit, mince, du coup, enfin, plus, parce que j'avais fait Nigeria aussi en plus. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est cool. Et j'avais adoré les voyages aussi. Tu vois, je rentrais de 4 ans au total quasiment d'expatriation. Et quand je suis rentré du Nigeria, je me suis rendu compte aussi que ben, finalement, j'ai pris une prise de conscience, première prise de conscience qu'en fait, oui, c'était cool les voyages, mais c'était pas moi qui décidais. C'est-à-dire que ben, pour le Brésil ou le Nigeria, c'était ma boîte qui m'envoyait. Et que si demain, ben, elle avait plus de projet ou elle voulait plus m'envoyer, ben, en fait, j'allais pas, moi, de mon côté, tout seul, partir vivre à l'étranger, trouver un job sur place. Euh, donc c'est là où je me suis dit, finalement, j'ai pris une deuxième conscience sur l'IMO. Pas que l'IMO pour la retraite, comme je disais en première étape, mais vraiment l'IMO comme un moyen de m'acheter du temps. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, allez, je rentre en France,
j'arrête l'expatriation parce que c'est plus facile hein, quand on est basé en France pour investir. Même si j'étais à distance de mes investissements, c'est plus simple, il n'y a pas de décalage horaire, etc. Et je me fais focus sur l'IMO en parallèle du salariat, de tout ce qu'il y avait, pendant peut-être 2, 3 ans à peu près. Et je m'étais fixé au moins 3 bonnes années. Et à partir de là, l'idée, l'objectif, là, c'était un peu différent. C'était de me dire, au bout de 3 ans, je pourrais presque remplacer la moitié de mon salaire. J'ai un salaire à 3 000 à 4 000 euros, je crois, à peu près net à l'époque. Je me suis dit, allez, au bout de 3 ans, j'essaie de remplacer à peu près la moitié de mon salaire pour me dire que derrière, du coup, et je pouvais partir voyager pendant 6 mois et donc pas avoir de revenus du coup pendant 6 mois. Des vrais voyages, pas ceux, les voyages où tu es obligé de bosser parce que t'as pas d'argent. Des voyages où Mmh. vraiment tu profites et tu te restreins pas. Et les 6 mois qui restent, j'aurais bossé en tant que freelance, entre guillemets, en consulting pour des boîtes pétrolières ou des boîtes en gestion de projet. Mais ça me permettait de faire un peu un mix et de bosser parce que jamais je me serais imaginé que l'immobilier remplace, on va dire, l'intégralité de mon salaire, mais à côté de pouvoir quand même profiter et de voyager. Et donc, cet objectif est posé. Factuellement, qu'est-ce qui se passe 2, 3 ans après? Objectif posé septembre 2018 à peu près, puisque je rentre du Nigeria. J'ai 2017 où je fais un peu de mission en mer en Égypte. Je gère des bateaux en mer en Égypte. Et après 2018, je me suis dit, bah allez, vas-y, go, je me lance. En fait, pendant les 9 premiers mois, rien. Là, par contre, je m'ai regardé plein de vidéos YouTube. Donc, pendant un an, 2017 à un an et demi, j'ai regardé plein de vidéos YouTube pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, m'améliorer là-dessus. Et du moment, par contre, où je me suis dit, bah allez, je me lance vraiment dans l'IMO. J'ai coupé un peu les réseaux, etc. pour pas partir dans tous les sens parce qu'il y a toujours une nouvelle théorie magique, un nouveau truc, etc. qui apparaît sur les réseaux. Et donc, je voulais pas avoir un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, partir dans tous les sens. Je me dis, OK, j'ai ma stratégie. Moi, c'était plutôt des immeubles de rapport, pas très gros, dans le sud de la France, que je savais que j'allais retourner à un moment donné dans le sud de la France. Et gauche par là-dessus. Sauf que j'habitais à Paris. Venir faire des visites, le télétravail à l'époque, ça n'existait pas. Donc j'avais 11 heures de train, à peu près entre 10 et 11 heures de train pour aller-retour pour aller visiter. Tu pars le vendredi soir, tu rentres le dimanche soir. Assez compliqué. Et donc pendant 8 mois, 9 mois, j'ai rien trouvé. On a fait des trentaines, quarantaines, centaines de visites pendant des mois. Ouais, quand même. Ouais, mais en fait, dès qu'on pouvait, moi je faisais aller-retour, mon père me rejoignait en voiture, on allait à Perpignan, à Béziers, à Narbonne, un peu dans ces zones-là qui avaient de la rentabilité, qui étaient intéressants. Mais en fait, à l'époque, projet, comme les taux étaient très bas, il y avait beaucoup d'investisseurs, le financement c'est très facile, mais il y a beaucoup de concurrence. Et donc dès qu'un projet était à peu près intéressant, en fait, il partait rapidement. Ou sinon, il y avait aussi moi mon manque d'expertise, c'est que je voyais des annonces, je dis ah ouais, ça a l'air pas mal et tout, je posais pas de questions à l'agent IMO, j'allais visiter, puis en fait je me rendais compte qu'il y avait toute la toiture à refaire. En fait, c'était loué à des locataires qui n'avaient pas de papier, enfin plein de trucs en fait où finalement j'aurais pu poser les questions en amont et le savoir en amont en fait. Mais Ouais. moi, j'étais tellement dans mon truc, non, il faut que j'aille visiter parce que tout le monde me dit, il faut aller visiter, il faut aller visiter. Et du coup, j'allais visiter. Et en plus, certains, je me rappelle encore, j'arrivais sur place, sur l'immeuble, et là, je me disais, ouais, ça a l'air pas mal. Mais en fait, le salaire pas mal, ça me disait pas à quel prix je devais l'acheter, si vraiment ça valait le coup financièrement, tu vois. C'était juste, ouais, il est sympa, les apparts sont bien. Et j'avais pas de data, j'avais pas de chiffres, en fait. Et donc là, au bout de 8 mois, je me suis dit, bon, c'est pas possible, je peux pas faire, si je change rien, il y a rien qui allait changer, quoi. Donc je me suis dit, j'ai qu'à utiliser ce que je fais en gestion de projet. Donc moi, ce que je faisais en gestion de projet, notamment après, je suis passé côté planning, c'est que je crée des outils de prise de décision pour les chefs de projet, aussi bien financiers qu'en termes de logistique et de planning pour dire, bon, voilà, on a un projet qui fait 500 millions. Là, on est en train de faire cette étape-là. Est-ce que ça se passe bien? Et est-ce que je dois, par exemple, il y avait un matériel qui est en retard. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de le faire prendre l'avion et de payer peut-être 300 000 de plus que initialement? Et donc, on faisait des rapports de prise de décision. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai qu'à construire le même système avec juste des chiffres, de la data, une liste de questions qui est on va dire le 80-20, le plus important à savoir avant d'aller visiter pour me dire, comme ça, au moins quand je vais visiter, j'ai quasiment tout en fait. La visite, ça me sert juste, c'est du contrôle et de valider mon offre d'achat. Donc on a changé ce système-là et à partir de là, donc c'était à peu près début 2019, on a fait, entre mai 2019 et décembre, donc en 8 mois à peu près, on a acheté 5 immeubles. Vraiment le jour et la nuit sur ça, mais c'est juste qu'en fait, on allait visiter, on avait toute la data en main, donc en fait, on faisait une offre d'achat. Dès qu'on visitait, on faisait une offre d'achat, une offre d'achat. Et après, on venait mettre les meubles sur le premier projet, puis du coup, on allait en profiter pour en visiter d'autres. Et donc, finalement,
on a passé pas mal de temps dans le sud pour visiter, pour mettre des meubles, gérer des petits travaux, on en profitait pour développer le réseau et continuer OK. d'investir. Donc à l'époque, voilà, le financement était assez simple aussi, donc on a pu enchaîner rapidement aussi grâce à ça. Pas des gros projets, entre 150 000 et 200 000 sur des petits immeubles. Donc voilà, après 2020, Covid, etc., 2021, donc on a un peu moins investi sur ces 2 années. Et 2022, j'ai pas mal repris les investissements. Et en gros, voilà, 2017, les premiers projets, 2022, on a fait 35 biens IMO. Cet objectif initial qui était en 2-3 ans de remplacer, on va dire, la moitié de mon salaire, en fait, ça m'a remplacé quasiment plus que mon salaire que j'avais à l'époque. Trop cool. Bon, on pourrait complètement switcher de thématique et de parler immobilier parce que forcément ça engendre plein de questions. Quoi, à 35 biens en 8 mois, c'est impossible. Et ton taux d'endettement, voilà, je pense qu'il y a tout un tas de questions. Et dans ce cas-là, j'invite les personnes qui écoutent à aller suivre Joris du coup sur Insta notamment, où il a déjà partagé plein de conseils par rapport à ça. Euh, Moi, toujours ce qui me surprend, mais dans le bon sens du terme, c'est que t'as toujours cette capacité, j'ai l'impression, à reprendre les fondamentaux et le côté analytique de toutes tes expériences, pardon, passées, pour justement construire un truc qui te ressemble et qui permet de prendre des décisions qui soient correctes, en tout cas le plus juste possible. Complètement. À l'inverse, tu vois, de quelqu'un qui va acheter sa résidence principale sur le côté émotionnel, bah, tu vois bien que l'investisseur, lui, il peut pas se contenter de ça, justement. Il doit se baser sur des chiffres clés, sur une méthodologie, du coup, qui est claire. Et de ce que je comprends, c'est ce que tu as réussi à construire et du coup, après, on va le voir après, mais à le partager aux autres. Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, tout ce qu'on apprend, je parlais tout à l'heure de qu'est-ce que j'apprends pendant mes études et qui me sert aujourd'hui, ben, c'est apprendre des problèmes avec des hypothèses et trouver des solutions. En fait, c'est toujours ça, c'est de se dire, d'avoir des fois cette prise de recul qu'on n'a pas assez et de pouvoir se rendre compte, en fait, OK, qu'est-ce que je peux me servir de ma vie quotidienne, même du sport, d'autres choses, dans du business, dans de l'immobilier. Et pour moi, c'est ce que j'appelle en général l'amélioration continue, c'est-à-dire que ben, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on peut toujours un petit peu venir l'améliorer grâce à des inputs qu'on va avoir de nos expériences, mais aussi des expériences des autres et des gens qu'on rencontre en fait au fur et à mesure de notre parcours de vie. Ouais, ok. Et du coup, la question que je poserais pour clôturer un petit peu ce chapitre sur l'investissement immobilier, ça serait, on arrive en 2026. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir alors que on a d'un côté ceux qui promettent la lune en générant 1 200 € de cash flow sur un bien tranquillement assis sur son canapé, et de l'autre côté, tu as d'autres discours qui disent c'est la fin du monde, c'est la fin de la France, euh, il faut vite agir avant que ça soit le bordel. Voilà, c'est quoi un petit peu ton point de vue? Et nous, voilà, salariés ou entrepreneurs en France, factuellement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est quoi un petit peu le schéma par rapport à ça? 1 200 €, t'es gentil. Moi, j'en vois même qui te font gagner 5 000 € par mois à vie. Ouais, Alors, globalement, moi, mon point de vue, c'est que on a trop été matrixé. Il y a une grosse période cash flow, genre 2016, 2022, 23 à peu près, c'était cash flow, cash flow, cash flow. Avec les taux qui ont explosé, maintenant on peut plus trop te parler de cash flow parce que du coup tu as beaucoup moins d'argent sur ton compte bancaire que quand il y avait des taux à 1%. Donc maintenant, comme tu dis, il y a certains qui se dirigent vers un peu ce qu'on pourrait appeler du marketing de la peur en disant ah, tout va s'écrouler, il faut absolument investir. Moi, ma vision là-dessus, c'est que, et d'ailleurs, quand j'ai démarré un peu, j'ai aidé tous mes anciens collègues de boulot, enfin tous mes collègues de boulot qui étaient avec qui je travaillais à investir même dans leur résidence principale, parce que pour moi, investir dans sa résidence principale, c'est investir dans l'immobilier aussi. Le principe, il est simple, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, moi, j'ai toujours comparé ma situation dans 5 ans entre si j'achète et si j'achète pas. C'est simple finalement. Et je me dis, tiens, cet appartement-là, si je l'achète, souvent on a une vision courte, on me dit, ah ouais, mais là, il va me rapporter 0 € parce qu'il n'y a pas de cash flow sur ce projet-là, etc. Très bien. Mais souvent, ce que je dis aux salariés, c'est, je dis, est-ce que tu as besoin là de 2 000 € par mois tout de suite en plus? Bah non. J'ai mon salaire, j'ai de l'épargne, je vis très bien là-dessus. Moi, mon objectif, c'est peut-être une vision 5 ans, même des fois plus long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie que ce que j'ai aujourd'hui, ce que je peux avoir grâce à mon salariat, parce que bon, on sait que mes augmentations ne vont pas aller très, très hautes. Donc moi, j'aimais bien quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, ce que je faisais, je me dis, ben, si j'achète ce bien-là, l'énergie que j'y passe, à quoi ça va me servir?
à gagner 0 € par mois en plus, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, en fait, avec une vision 5 ans, si on prend l'exemple d'un bien à 100 000 euros, au bout de 5 ans, j'aurais remboursé déjà de crédit 20 000 euros. Il ne me restera que 80 à rembourser. Alors, je ne le vois pas sur mon compte bancaire parce que c'est à la banque, mais il me reste que 80. Et si j'ai bien investi dans les bons secteurs qui prennent de la valeur, etc., et mon bien, il en vaut plus 100, il en vaut, allez, 120, voire même 130. OK. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, même si tous les mois, j'ai fait 0 €, on va dire, j'étais à cash flow 0, on va dire, autofinancement, au bout de 5 ans, si je revends le bien, du coup, je vais être je vais le revendre 130, il en reste à peu près 80 remboursés, plus ou moins un petit peu de plus-value. Bon, on va dire, il me reste au moins 40 000 euros sur mon compte bancaire. Donc, j'ai réussi à générer en 5 ans 40 000 euros, donc quasiment 600 euros par mois, finalement, si on fait les calculs, combien d'euros par mois. Mais je l'ai pas vu tout de suite, je l'ai juste vu au moment où je revendais le bien. Et en fait, c'est ça la vraie différence entre investir et ne pas investir. C'est en fait combien va me générer sur une vision plutôt moyen terme, 5 ans, 7 ans, un projet IMO. Donc pour moi, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dessus, sur cette théorie que j'ai amenée là, c'est que il faut pas se poser de questions sur ouais, les taux ils sont pas bons, la fiscalité elle est en train de changer, etc. Plus tôt on investit, mieux ce sera. Moi, le seul regret, tout le monde des fois me dit ah, quelles sont mes erreurs, mes regrets, etc. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir commencé à accélérer à investir, vraiment qu'en 2019 où j'avais 29 ans. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis quasiment à 5 millions de patrimoine, donc à 35 ans. Alors que si j'avais commencé à 23, 24 ans quand j'étais au Brésil et que j'avais un bon salaire, des bons épargnes de côté, ben en fait, je pourrais peut-être à 15 millions de patrimoine aujourd'hui. Donc en fait, c'est juste dire, plus tôt on commence, même petit, en fait, on crée cet effet boule de neige et dans 5 ans, 10 ans, on s'en remerciera de l'avoir fait et d'avoir, entre guillemets, fait ce passage à l'action. En fait, c'est vraiment sur les premiers, c'est vraiment ce passage à l'action qui est le plus important. Pour un premier, il n'y a pas de vocation de peut-être en faire 15, 30 comme moi j'ai fait par exemple, mais au moins d'en faire 1, 2, 3, c'est très bien pour une vision moyen terme. Et ça peut aider pour la retraite factuellement. Exactement. Et après, Bon, tu vas me même faire culpabiliser quand même là. objectif principal, retraite, mais et en fait, on se rend compte souvent qu'on en fait 1, 2. Même à 10 ans, tu vois, à 10 ans, un truc à 100 000, à 10 ans, il reste que 50 000 à rembourser. Et il en vaut 150, donc tu as gagné 100 000 euros. Donc, et c'est pas Ouais. avec les petites économies qu'on arrive à faire aujourd'hui avec un travail salarié. Et surtout, le travail salarié, il est plafonné, on a quasiment plus d'augmentation. Ouais, je me rappelle quand j'avais mon bilan annuel et qu'on m'annonçait fièrement que j'allais avoir 1,5 point d'augmentation et qu'en fait, sur une fiche de paye, c'était en brut, ça représentait 80 euros. J'étais un peu frustré, je l'avoue. C'est ça. Ok. Du coup, tu te dis, voilà, t'as atteint ton objectif. Tu pourrais très bien, comme t'as dit, t'arrêter, partir 6 mois en vacances et faire en fait c'est un peu ce que tu veux, parce que t'as atteint, on va dire, ta liberté, ta propre définition de ta liberté. Qu'est-ce qui te passe dans la tête, sachant que bah, t'es encore jeune et tu disais tout à l'heure, t'es un peu pas hyper actif, en tout cas, t'aimes bien aller sur plein de projets. Qu'est-ce qui se passe un petit peu après tout ça? Ouais. Alors, on arrive en, du coup, 2022 à peu près, fin 2021. Plusieurs choses. Comme tu dis, le premier, c'est que, bon, moi, je m'étais pas imaginé remplacer 100% de mon salaire. Là, on y arrive, etc. Très bien. À côté de ça, j'étais aussi hyper passionné par mon taf. C'est pas le truc, ouais, mon taf, il me plaît pas. Non, non. Enfin, tu vois, j'avais l'opportunité de partir au Brésil, partir en expatriation, d'être payé pour aller voyager. Je kiffais. Mais je commençais à sentir une sorte de perte de sens aussi là-dessus. En fait, comme tu dis, à un moment donné, j'ai pas mal gravi les échelons, mais j'étais plafonné. C'est une pyramide. Au bout d'un moment, tu as de moins en moins de place que tu montes et que ça devenait un peu politique et qu'en fait, à la machine à café, tu avais toujours les mêmes discussions. Tu arrivais 3 semaines, un mois après, c'était les mêmes discussions. Donc voilà, au bout d'un mois, je me sentais plus trop à ma place là-dessus. Et pour moi, l'immobilier, ça n'a jamais été une fin en soi de me dire c'est bon, je fais mes investissements et après, je quitte mon job et je reste sur mon canapé ou je voyage et je fais rien d'autre. Ça va 6 mois, ça va 1 an, mais tu fais pas ça 10 ans de ta vie. Et donc, c'était plutôt me dire, en fait, l'IMO, c'est un moyen de pouvoir ensuite avoir des revenus que j'appellerais passifs. C'est pour ça que j'ai vraiment une vision passive de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'acheter le 76e bien, à peu près 75, 76 biens. On en a une quarantaine encore en gestion. Ça prend un quart d'heure par mois à gérer. Tu vois. Et encore, allez, 1 heure, 2 heures par mois, grand maximum à gérer. Et donc, l'idée, c'est de dire, tout le temps que j'ai récupéré de mon salariat, sur quoi je vais pouvoir le mettre. Et pour moi, je voyais plus l'immobilier comme des revenus qui vont tourner pendant que je passe mon temps
à faire quelque chose qui va me passionner. Ça peut être du sport, ça peut être développer d'autres choses, mais comme tu dis, de pas rester sans rien faire. Donc il y avait déjà cette première truc qui était plus psychologique. Et en parallèle de ça, mais post-Covid, comme je disais au début, là, il y a plein d'événements. J'habitais à Paris encore à l'époque. Plein d'événements, genre toutes les semaines, même 2 à 3 fois par semaine, il y avait des apéros IMO, des séminaires, et cetera. Et j'adore rencontrer, réseauter. À la base, je faisais beaucoup ça pour apprendre. Et puis, en fait, je me suis retrouvé en 2022 où finalement, c'est moi qui donnais des conseils parce que j'avais cette expérience de mes 35 biens. J'ai rencontré des gens qui étaient un peu le moi d'il y a 3 ans, qui démarraient, qui avaient regardé quelques formations, quelques vidéos et tout, et qui se posaient plein de questions et c'est normal. Et puis, au fur et à mesure de ces rencontres, en fait, je me suis rendu compte que les personnes à qui je donnais des conseils, 1, 2, 3 mois plus tard, je les revoyais. Elles avaient un peu appliqué les conseils, mais elles se retrouvaient bloquées à l'étape d'après et elles avaient toujours un peu de mal à avancer. Et je me suis dit: «C'est bête parce que ces personnes-là, elles sont bien formées, elles ont regardé des vidéos, les mêmes vidéos que moi ou des formations en ligne et cetera. La théorie, non. Elles sont hyper motivées parce que ça fait quand même, plus de 6 mois qu'elles sont en recherche de projets immobiliers et cetera. Mais par contre, à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque et c'est là où je me suis dit, comme moi j'ai toujours aimé transmettre, comme je disais, j'étais, coach, de foot, entraîneur de foot à l'époque. Dans la boîte dans laquelle je bossais, je formais tous les nouveaux qui arrivaient aussi. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu, d'apprendre, de transmettre d'apprentissage aux autres et je me suis dit: «Ah ces personnes-là, je suis sûr que si je les prenais sous mon aile, pendant 6 mois, elles allaient enfin réussir à concrétiser». C'était souvent des personnes qui cherchaient le premier projet, tu vois? À concrétiser ça parce que, je vois un peu ce qui manque. Il manquait un peu un cadre parce qu'elles partaient dans tous les sens. Il manquait des outils pour prendre des décisions, comme je disais, rapidement et il manquait surtout, comme dans le coaching sportif ou quoi, quelqu'un qui soit derrière, qui vienne rassurer, qui vienne des fois challenger aussi, booster un peu, mais surtout qui vienne leur dire: «OK, ce que tu es en train de faire, c'est bien, fais ton offre d'achat, valide, signe ton compromis». Et les accompagner finalement au fur et à mesure. Donc je me suis dit, ça tombait pile poil dans cette transition où je me suis dit: «Financièrement, j'ai plus besoin de mon salaire». Mais bon, tu es quand même cadre sup avec un salaire à 5 000 € par mois, un CDI, donc tu as un peu ce côté Graal de, des gens, ils bossent toute une vie pour atteindre ça, tu vois? Et là, tu dis: «Bon, tu vas quand même lâcher cette sécurité pour quelque chose où tu as aucune idée». Moi, ma réflexion à l'époque, c'était de me dire: «Je tente 1 an et au pire, au bout d'un an, qu'est-ce qui va se passer?» Si ça marche pas, le lancement de l'accompagnement ou si ça me plaît pas, aussi, ça peut ne pas me plaire finalement. En fait, je suis pas difficile, je pourrais retrouver un job avec mes 10 ans d'expertise et mon diplôme, retrouver un job dans une autre boîte et tant pis, au moins j'aurais essayé, tu vois? Je voulais pas avoir ce regret de me dire: «J'ai essayé à moitié», peut-être en parallèle du salariat et tout. Non, j'ai dit: «Vas-y, je le tente à 100 et donc en début 2022, j'ai du coup, quitté mon job et en parallèle, hein, la même semaine, j'ai lancé le premier accompagnement, on va dire, sur l'investissement immobilier où j'ai pris, 13 ou 14 personnes, le tout premier groupe d'élèves en mode un peu, ensemble, on l'a co-construit ensemble. Vous avez besoin de quoi? On a fait des visios, en collectif, en individuel, on s'est vu aussi sur Paris et au bout des 6 mois, sur les 13, il y en avait 11 ou 12 qui avaient investi. Alors que certains, ça faisait 1 an, 2 ans, ils cherchaient à investir et c'est là où je me suis dit: «Ça marche déjà, Il y a ça quelque marche». chose. Ouais, il y a quelque chose, ça marche. Je me rendais compte qu'il y avait un vrai besoin parce qu'en fait, on avait, comme tu l'avais dit, de 2017 à 2022, beaucoup de formations en ligne, beaucoup de choses et cetera et c'est très bien parce qu'il faut un petit déclic pour que les gens prennent conscience que l'immobilier, c'est intéressant. Mais après, en fait, psychologiquement, honnêtement, on faisait et on fait encore beaucoup de psychologie, finalement. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Pour moi, immobilier, c'est un métier à part entière. Tu as du financier, tu as de la fiscalité, tu as du juridique, tu as des travaux, tu as de la gestion locative, tu as la négociation. C'est vraiment un métier à part entière. Et tu peux pas, avec quelques vidéos, être 100% autonome non plus et faire plein de projets. Donc, du Ouais, et coup, puis on parle pas d'acheter une, baguette de pain non plus. On parle de projets à 50, 100, voire plus. tu es sur des projets. Moi, sur mes premiers projets, si je fais le cumul de toutes les petites erreurs qu'on a fait, même sur les 5, 6 premiers projets, on a 30, 40 000 €. Entre guillemets, tant pis, j'ai appris et comme j'avais les bons quand même, bons critères, bonnes méthodes, j'ai pu limiter ça. L'immobilier était rapidement sur du 100 000, 200, 300 000 € en termes d'acquisition. Donc la petite erreur, ça coûte très vite cher. Donc voilà, donc j'ai fait ce premier groupe, ça m'a bien plu, hyper bonne ambiance. Bon, je les revois encore tous, hein, les premiers élèves. Et donc j'ai dit, en octobre 2022, au bout de 6 mois, je refais un deuxième groupe. Pareil, 13-14. Sur les 13-14, pareil, il y en a 11 ou 12 qui investissent. Et puis, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Oh, il y a vraiment quelque chose. Maintenant, il faut que je me professionnalise dans l'approche» parce que, j'étais un petit peu tout seul. Je communiquais, quasiment pas. J'avais juste ouvert un Instagram en me disant, «Les gens, ils pourront me connaître à partir de là». Mais Mmh.
Ben, une fois que tu as vendu à ton premier cercle, tu essaies de vendre à ton deuxième, et puis après, au bout d'un moment, là, tu fais, attends, mais presque tu es obligé de faire du marketing agressif en disant, ouais, les places vont disparaître, etc., pour essayer de toucher le troisième cercle. Et c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, mais il faut vraiment que je crée une stratégie de, on va dire, création de contenu long terme, et pas seulement du marketing court terme. Mmh. OK, donc c'est la naissance de Meraxia du coup en 2022 sans, compétences particulières en termes d'entrepreneuriat ou même, voilà de livraison. Mais, voilà, tout s'est bien passé parce que, de ce que je comprends, c'est que les élèves ont appliqué la même méthode que toi tu avais appliquée, précédemment, quoi. C'est ça, en fait, j'ai une méthode qui est pour ça, on a aussi beaucoup d'ingénieurs, du coup, qui nous rejoignent, parce qu'ils ont un peu le côté carré. Et en fait, il y a pas de place au doute. En fait, dans la méthode qu'on transmet, c'est qu'il y a pas de place au doute. C'est vert ou c'est rouge, en fait. Et c'est soit tout est au vert et on peut acheter, soit c'est rouge et on n'achète pas. Et et en fait, c'est de se dire, ben, on a essayé de rationaliser et de mettre des paramètres, en fait, très précis pour se dire: «OK, je sais que je vais dans la bonne direction». Et après, ce qui manquait, c'est d'avoir quelque chose qui soit une stratégie perso pour chacun, parce que entre toi, moi ou quelqu'un qui a 100 000 € de salaire, on sera pas du tout sur le même stratégie de type de projet, de localisation, de fiscalité. Et c'est ça que les gens avaient besoin, parce qu'ils étaient perdus sinon de faire ça. Donc sans compétences, comme tu dis, particulières en entrepreneuriat, mais par contre juste avec une vision de me dire: «Je vois qu'il y a un besoin et j'ai envie d'apporter une solution à ce besoin-là», et d'apporter une solution pas une solution éphémère en mode: «Tiens, vas-y, tu fais ton premier projet, après tu peux plus rien faire parce que tu as encore besoin de moi ou parce que tu te retrouves perdu». Non, au contraire, je voulais vraiment apporter une vision long terme de l'accompagnement. Tu vois, la plupart des premiers élèves aujourd'hui travaillent dans l'équipe Meraxia. Oui, ils ont évolué, ils ont fait plusieurs projets, ils travaillent dans l'équipe aussi. De vraiment pouvoir dire: «OK, on crée un écosystème où on a vraiment un accompagnement, très long terme sur ces personnes-là, et pas juste du one shot». Donc si on doit donner des chiffres, là, ça fait quoi? Là, on est fin 2025, donc ça fait presque 4 ans. Concrètement, Meraxas, c'est quoi depuis, 4 ans? Plein de choses. Ouais, 3 ans et demi. Alors la 1re année 2022, je la compte quasiment pas parce que c'était une année de test, on va dire. Tu vois? 2 premiers Mmh. groupes, 20 personnes. Hem, Après on est passé un format mois par mois, donc 3 élèves par mois qu'on intègre. Aujourd'hui, on intègre entre 12 et 15 élèves, par mois. On sélectionne sur le mentorat, donc c'est plus de quasiment 600 élèves, accompagnés, 300 dans la partie vraiment mentorat, 300 dans une partie plutôt méthode, un peu plus formation en ligne pour des gens qui ont plus envie de le faire en autonomie, un petit peu moins de budget. C'est plus de 87 de taux de réussite sur les élèves qu'on accompagne au mentorat. Je crois qu'en ce moment, on est à peu près à entre 1,5 et 2 millions d'euros financés tous les mois. C'est-à-dire que tous les projets qui sont faits par les élèves du mentorat, tous les mois. C'est, des apéros, des événements immobiliers tous les mois organisés dans chaque région de France par nos ambassadeurs. C'est, une équipe de quasiment 15 personnes, aujourd'hui aussi, qui travaillent à mes côtés. Donc voilà, ça a bien évolué, bien structuré. Et l'objectif, c'est que surtout que ça dure dans le temps et qu'on continue, d'apporter de la valeur, d'apporter des nouveautés, d'apporter des partenaires aussi. On a un gros développement de partenaires travaux, financement, et cetera. Moi, l'idée, c'est de me dire quelqu'un qui rentre chez nous, peu importe son objectif. Certains, c'est juste, acheter, 1 ou 2 apparts et faire sa retraite. D'autres, c'est, j'ai envie d'accélérer parce que je veux quitter mon job, et cetera. Certains, ils sont étudiants, ils ont, même pas de salaire, ils s'associent avec leurs parents. D'autres, ils ont, 15 000 € de salaire par mois. Enfin, peu importe là-dessus, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur trouver un cocon, un peu un écosystème, une famille dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir et bien évidemment, enchaîner les projets. Cool, trop cool. Et justement, en parlant de famille, je sais que, tu as une petite fille en bas âge et j'aimerais bien avoir moi ton recul et ta perception sur l'équilibre pro perso, sachant que, bah, tu as 3 voire plus de casquettes, si je compte aussi la partie sportive parce que tu te lances des défis de temps en temps. Et voilà, comment toi tu arrives aujourd'hui à gérer, voilà, toute cette vie qui est très prenante? Tu pars souvent en déplacement et tu as parfois des opérations de immobilier, donc j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Ouais. Alors c'est pas évident, comme dans tout, hein, je dirais jamais, le truc c'est super facile, vous avez qu'à faire ça et ça va être, très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, c'est chaque chose en son temps.
Et j'aime bien tout développer en 3 phases et j'essaie à peu près de mettre 1 an par phase. C'est ce qu'on a fait dans l'immobilier, c'est ce que je fais dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas ce que j'ai essayé de faire dans le sport aussi. La première phase, c'est, la mise en place. Sur l'immobilier, on démarre, on teste des premiers projets. Meraxa, ça a été un peu ces premières années de test, de voir un peu ce qui marche. Une fois qu'on voit que ça marche et que ça nous plaît, la deuxième phase, c'est l'accélération et ce qu'on peut appeler le scaling, c'est, grandir et développer. Donc ça, c'était, on va dire, l'étape un peu de 2023-2024 sur Meraxia. C'était vraiment de pouvoir, OK, ça marche. Maintenant, on va le faire la même chose, mais en plus, en plus grand. Pareil pour l'immobilier, on va développer en plus grand. Et souvent, ce qui manque, c'est la troisième phase qui est la structuration. Parce que, en fait, pour moi, j'ai une vocation où c'est mon temps qui a le plus de valeur dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que l'immobilier, 1 de mon patrimoine immobilier, c'est la location longue durée à l'année. J'ai un peu de courte durée, je fais l'achat-revente, j'ai de tout. Et 80% du patrimoine, c'est la longue durée qui fait que j'ai des locataires. Certains, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont dans les appartes et je n'ai rien à gérer. Et pourtant, j'ai des revenus. Mais en fait, oui, j'ai peut-être moins de revenus que si je faisais de la coloc ou la courte durée, mais de revenus par rapport au temps passé, critère-là, moi, c'est mon KPI, il sera toujours plus important. C'est ce que j'ai aussi mis en place en 2025 sur la partie entrepreneuriat, en me disant, on est en train de grandir, ça marche, il y a de la demande, etc. On avait 4-5 mois de réservation d'avance. Mais du coup, maintenant, on va venir structurer les équipes, parce qu'on était 5 à l'époque, alors maintenant on est 15, pour vraiment faire en sorte que on continue de grandir, mais ça me prenne moins de temps en opérationnel, etc. Peut-être plus de temps en projet de développement, mais moins de temps en opérationnel, par des personnes qui souvent sont plus compétentes aussi que moi sur la partie technique, pour faire en sorte qu'en fait, on puisse continuer de grandir sans que j'explose. Parce qu'en fait, finalement, c'était un peu ça l'idée de la question, c'est dire comment être multicasquette. Et j'ai aussi une boîte de travaux, j'ai aussi, comme tu dis, le sport, j'ai fait l'achat-revente en immobilier, j'ai plein de choses à côté. Et pour moi, l'idée, c'est de dire, OK, j'ai fait de l'IMO, j'ai structuré, donc j'ai pu récupérer du temps. Le temps, je l'ai mis dans l'entrepreneuriat pendant 2-3 ans. Là, ça fait un peu plus de 3 ans. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est structuré. Et l'idée maintenant, c'est que sur cette partie entrepreneuriat où il y a 1 an pile poil, je passais 6 jours sur 7, même quasiment toutes mes soirées, etc., à mettre en place, développer, tester, etc. Aujourd'hui, j'essaie de le limiter à 2 jours, 2 jours et demi par semaine. Et ce temps-là, je l'ai récupéré grâce à la structure. Comme tout, oui, ça a des coûts, etc. Mais pareil que tout à l'heure, combien ça me rapporte par rapport finalement à combien de temps j'y passe Mmh. pour après récupérer du temps, comme tu dis, sur du perso, sur du sport, sur de la famille, etc. Ou peut-être sur d'autres activités qui vont être complémentaires aussi. Mais pour moi, vraiment, l'idée, c'est toujours d'avoir ce côté où on fait les choses, même si on les fait avec passion. Moi, j'aime bien toujours me projeter à 5 ans ou voire plus en me disant, OK, quel est le rôle que je voudrais avoir dans ce business, dans cet écosystème-là. Et là, c'est de me dire, mais j'aimerais bien que finalement, si je pars une semaine, ou comme je l'ai fait là en Mongolie cet été, où je suis parti 2 semaines sans connexion internet, que en fait, les élèves à qui on a promis qu'on allait les accompagner et les aider, moi, si je suis pas dispo, qu'ils puissent quand même atteindre leurs objectifs. Sinon, en fait, j'ai créé quelque chose où je me suis recréé en fait un salariat où je suis dépendant, je suis un peu esclave de devoir répondre à des clients qui sont nos élèves. Tu es fier aujourd'hui d'avoir pu créer tout ça? Même si bien évidemment, tout n'est pas tout rose, mais est-ce qu'il Franchement, y a quand même ce sentiment de fierté? j'aurais jamais imaginé. On fait un apéro là ce soir sur Toulouse et j'ai mis un message, on est 25-30. Non, avant-hier soir, je faisais un live pour les élèves en disant tiens, je sors en format live, ils étaient plus de 100. J'ai reçu plein de messages en disant c'est trop bien. Tous les jours, on reçoit des messages dans le canal réussite, même en privé ou quoi que ce soit de nos élèves qui nous disent vous avez changé notre vie. On n'y connaissait rien ni moi. On vient de faire 2 projets en 6 mois. On se sent plus à l'aise, plus en confiance. C'est, on aide les gens à se transformer aussi parce que investir dans l'IMO, c'est aussi, prendre de la confiance dans ce qu'on fait. C'est l'entrepreneuriat pour moi, c'est l'immobilier. Ouais, hyper fier parce que j'ai aussi la chance d'avoir une équipe hyper engagée aussi qui porte le projet et que, comme je disais, même si je suis pas là, ça peut tourner aussi. Donc ouais, je pense que j'aurais jamais imaginé, en être là, 3 ans plus tard quand le mois de 2022 disait à sa chef à l'époque: «Bon je me casse et et je vais faire de l'accompagnement immobilier». Je me suis dit: «Bon, je le fais pour des potes et voilà, je vais le faire un petit peu comme ça». Mais j'ai ce côté où en fait je me dis: «Il y a un vrai besoin» et surtout, tu parlais tout à l'heure des messages marketing, je me bats beaucoup contre ces messages marketing, on vous promet du rêve et cetera.
j'aime pas, franchement, moi, quand je vois des gens qui m'écrivent, qui me disent, ouais, j'ai perdu 10 000 € parce que j'ai fait cet accompagnement-là, mais en fait, on me disait, ouais, t'allais financer sans apport ou sans CDI, etc., et que c'est pas possible. Franchement, ça me fait de la peine et je me dis, c'est dommage que cette personne-là, j'aurais bien aimé la toucher ou qu'elle nous connaisse avant d'aller céder à ces messages marketing pour vraiment lui apporter quelque chose. Chez nous, on a une garantie de résultat. Dans le mentorat qu'on fait, dans l'accompagnement, on sélectionne vraiment les gens d'entrée pour être sûr de pouvoir les aider et pour leur montrer qu'en fait, c'est pas du n'importe quoi. On met une garantie de résultat où s'ils investissent pas avec nous dans l'année, on les rembourse automatiquement. Bon, on le met pour les rassurer. En fait, à la fin, on n'a jamais eu de demande aujourd'hui de remboursement parce que tous ceux qui sont proactifs, ils réussissent à investir à leur niveau, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, ben, j'ai perdu X milliers d'euros, soit par une erreur, par un mauvais conseil, soit parce que ben, j'ai dépensé l'argent et j'ai pas eu de retour sur investissement. Franchement, c'est un peu contre ça que je me bats et pour ça que je veux toujours développer plus mes Axia pour pouvoir ben, peut-être arriver à toucher ces gens avant qu'ils cèdent à ces messages marketing. Justement, ça serait quoi un petit peu là les prochains, projets, que ce soit dans le développement de tes boîtes actuelles ou d'autres choses, dont tu as pas parlé? Bonne question, bonne question. Là, je me dis, tu vois, il y a quelque chose qui me plairait bien, c'est qu'en fait, on le fait là récemment, ça s'est fait un peu par hasard. Nous, on a un axe dans lequel on peut aider aussi bien du débutant à des gens qui ont déjà 2 millions de patrimoine. Des gens qui nous ont rejoints, qui avaient déjà 2 millions de patrimoine. On va les aider à accélérer, à structurer, à optimiser la gestion locative. Et moi, ça me fait kiffer d'aider aussi bien le tout débutant que quelqu'un qui a déjà 1 ou 2 millions de patrimoine parce qu'on va travailler sur des sujets techniques et complexes. Hem et aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de gens qui se deviennent coach IMO parce qu'ils ont fait 1 ou 2 projets en IMO, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à remplacer leur salaire et donc ils deviennent coach IMO. Hein, j'en discutais encore avec un un hier midi. Ils ont la bonne expertise, ils sont carrés, enfin, tu vois, c'est smart et ils vont pas vendre du rêve et ce qu'ils font, du coup, c'est qu'ils vont aider les gens à investir sur leur premier projet, genre de 0 à 1 et du coup, je me dis: «Mais pourquoi pas faire des partenariats avec ces gens-là aussi?» Par exemple, et une fois que tu as accompagné la personne sur son premier projet et que tu vois que tu peux pas l'accompagner sur un immeuble ou sur accélérer parce que tu n'as pas forcément les compétences de le faire, beh, pourquoi pas nous les rediriger? Comme ça, nous, on les réintègre dans notre écosystème et on les aide à passer de 1 à 4, 5 et à plus derrière. Donc j'aimerais bien, ouais, aller sur des choses comme ça ou être complémentaire de d'autres accompagnements qui existent, auxquels on a les mêmes valeurs, bien évidemment. Développement, lancement, on est en train de développer, beh, les partenaires. D'ailleurs, si vous êtes, je lance une bouteille à la mer, mais courtier en financement, vous avez une boîte de travaux, vous travaillez autour de l'immobilier en tant que pro partout en France, voilà, envoyez-moi un message là-dessus. On certifie des partenaires pour que les élèves aient, partout en France des entreprises travaux, partout en France des courtiers en financement, les bonnes assurances, les bonnes banques, et cetera. Voilà un petit peu dans les développements. L'idée, c'est de continuer à grandir et comme je disais, finalement, c'est faire en sorte que pour moi, l'idée, c'est que maintenant aujourd'hui, les gens qu'on intègre dans l'accompagnement, jusqu'à, on va dire, début d'année, c'était beaucoup de personnes qui avaient déjà fait des formations en ligne ailleurs, qui avaient déjà fait un peu d'IMO et qui, du coup, voulaient accélérer, voulaient venir chez nous. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir toucher les personnes avant qu'elles fassent d'autres formations en ligne et qui leur fassent des fois perdre du temps ou de l'argent et donc d'avoir des fois un message un peu plus, large aussi pour que ces personnes-là puissent, nous connaître juste et puis après elles voient ce qu'on partage, elles prennent confiance, elles voient que c'est sérieux et cetera. Elles voient les témoignages de nos élèves et puis du coup derrière elles font le pas entre guillemets de nous faire confiance et de venir, avec nous. Trop bien. Parce qu'effectivement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas, il y a une réelle volonté d'aider, mais sans non plus, avoir cette agressivité dans un discours, que ce soit marketing ou, dans la prise de décision. Ouais et je vais te donner un exemple. Je disais au tout début, enfin vers le milieu que l'immobilier finalement était au service un petit peu de tout ce que je développe. Certains me disent: «Ouais mais, tu sais souvent c'est un peu le truc, ouais mais de toute façon, vous êtes devenu coach parce que vous avez pas d'argent avec l'immobilier et du coup vous gagnez plus d'argent en Mmh. formation qu'en faisant de l'IMO». Je donne un exemple très précis, comme ça être précis. En ce moment, sur le mois d'octobre-novembre, je suis en train de faire 3 projets d'achat-revente, d'immeubles que j'achète et je revends en lot et à peu près, je vais faire 450 000 € de marge juste sur ces 3 projets-là. Donc pour comprendre, en gros, qu'en fait, je fais, 3-4 fois plus d'argent. Quand je parle vraiment d'argent, c'est de la marge nette, hein, ce qui me reste dans la poche, le chiffre d'affaires, c'est théorique, que grâce à mes Meraxa. Par contre,
le but de Meraxa, c'est vraiment de créer quelque chose qui est solide, que même finalement sans moi puisse tourner et puisse apporter de la valeur. Je vois beaucoup de gens qui ont fait de l'immobilier ou ont fait du marchand et veulent se lancer dans l'accompagnement. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent en faisant de l'accompagnement qu'en faisant une opération de marchand bien. On va faire 100 ou 150 000 euros dessus. Et du coup, ben, en fait, au bout de 1 an, 2 ans, ils créent quelque chose. Mais en fait, comme ils n'ont pas une vraie passion ou volonté d'aider les gens, c'est plus d'avoir un business, de faire de l'argent. En fait, au bout d'1 an, 2 ans, ils se disent, OK, j'arrête, je garde tout l'immobilier qui me rapporte plus, enfin le marchand de biens, on va dire, qui rapporte plus que, juste faire, de l'accompagnement. Bah, je pense que c'est bien effectivement de le rappeler parce qu'il y a plein de gens qui ont disparu, mais en même temps, il y a plein de nouvelles personnes qui émergent. Donc, il faut savoir faire le tri et je sais que euh, c'est pas évident de trouver la bonne personne. Et je pense que, comme tu l'as dit, quand on a déjà testé quelque chose et qu'on a été déçu soit par euh, le contenu ou, comment on appelle ça, le fait de pas être passé à l'action derrière, je pense que c'est difficile derrière de refaire confiance. Et donc, je comprends ton idée de voir te rendre plus visible, ou en tout cas rendre plus visible Miraxia avant pour éviter justement que les gens perdent du temps et de l'argent et de la confiance aussi en eux, quoi. C'est exactement pour ça qu'on a mis la garantie de résultat, hein, parce que 80 des gens qui nous contactent, comme je avaient déjà fait des formations ailleurs. Dans la plupart du temps, malheureusement, ils sont un peu déçus, soit parce qu'ils n'ont pas réussi, soit parce qu'ils n'ont pas atteint ce qui leur avait été promis, finalement. Et donc quand tu as des gens comme ça qui te disent: «OK, j'ai lâché X milliers d'euros et j'ai pas réussi ou pas comme je voulais», et que là tu leur dis: «Bon, ben vas-y, relâche de l'argent chez moi et moi je vais t'aider», le premier réflexe, c'est de dire: «Ouais, mais qu'est-ce qui est différent chez toi? Enfin, qu'est-ce qui va aider?» Donc souvent, notamment ce qu'on fait dans les apéros, les gens, ils voient nos élèves, ils voient qu'il y a de la réussite partout. Mais à côté, on a dit: «Beh, vas-y, en fait, nous, on te dit, si on t'a sélectionné, parce qu'on veut être sûr de pouvoir t'aider, financièrement et cetera, et en termes de motivation aussi de la personne. Si on t'a sélectionné, après derrière, on sait qu'on peut t'aider et même, plus que ce qu'on va te promettre initialement, parce qu'on préfère, jouer un peu plutôt le côté pessimiste et que tu aies des bonnes surprises derrière». Ok, je vois. Trop cool. Enfin, on arrive à la fin du coup de l'épisode, même s'il y a encore plein de choses à dire. Euh, Avant de passer, tu vois, au mini quiz, j'aimerais juste que tu nous partages, je sais pas, que ce soit dans ton parcours immobilier ou entrepreneurial, est-ce que, je sais pas, tu as une personne, un outil, une formation, une stratégie, enfin bref, un truc qui a fait que ça a été game changer pour toi et ça t'a fait passer un palier. Ouais, ben, je pourrais citer Romain Collignon de Squared. Donc, ce serait bête de dire aux gens: «Faites-vous accompagner dans l'immobilier», sans que quand toi tu développes un business, tu te fasses accompagner aussi. Donc en gros, moi je me fais accompagner depuis, ça fait 2 bonnes années maintenant, par, Squared du coup, qui a été fondé par Romain, et en fait, j'ai matché directement. Je l'ai écouté sur des podcasts, sur des contenus, avec sa façon de voir les choses où en fait, il a créé aussi un écosystème où, beh, finalement, c'est un peu décorrélé de son image. Il a son image aussi, mais on va dire que même si lui n'est pas proactif dans l'accompagnement des élèves directement, il a les bons coachs, il a le bon écosystème, il a le bon réseau aussi qui vient, en termes d'experts. Et c'est là que je me suis dit: «Bah, en fait, quand moi j'étais un peu tout seul à mon aux manettes de Meraxia et tout, je me dis: «Bah, en fait, je veux être comme quand je serai grand, je veux être comme Romain». C'est-à-dire, en gros, je vais pouvoir créer quelque chose où les gens, ben, en fait, ils sont hyper satisfaits, hyper contents du truc parce qu'en fait, ils ont des résultats, hein. C'est simple, hein, quand les gens, ils ont des résultats, ils sont hyper satisfaits, mais surtout qu'il y ait une super ambiance, tu vois? Vraiment le côté de bienveillance, au cœur de tout, le côté de transmission et cetera. Parce que c'est ça qui fait la richesse finalement des échanges, et sans forcément être au four et au moulin partout et cetera. Et donc, bah, du coup, j'ai découvert ça. Donc, ils faisaient un accompagnement pour un peu les bébés entrepreneurs, à l'époque. C'est pareil, hein, c'est de l'argent dépensé, donc il y a toujours le côté: «Est-ce que je vais avoir mon retour sur investissement ou pas?» Puis bon, déjà les valeurs me plaisent, l'écosystème me plaît, à moi de rentrer à l'intérieur, de tester. Bon, mais du coup, c'est ce qui a permis à Meraxia sur la première année de faire, x3 et de refaire x3 sur, la deuxième année. Et encore aujourd'hui, à chaque, rencontre, on fait des rencontres mastermind tous les 3 mois. J'apprends encore des nouvelles choses. Ah, moi, dans l'entrepreneuriat, je considère que je suis encore un débutant, à mes niveaux un peu intermédiaires, où j'ai encore plein de choses à apprendre de tout, parce que c'est très varié, hein, marketing, commercial, delivery, les ads, les créations de contenu, les réseaux sociaux, il y a de tout aussi.
tu as toujours aussi, comme dans l'immobilier, la nouvelle technique qui va marcher ce mois-ci, que Ouais. personne ne connaît, qui arrive des États-Unis. Ça arrive toujours des États-Unis, de toute façon. Donc, moi, j'aime très inspiré par l'écosystème que Romain a fondé et qui, bah, du coup, comme tu dis, a été vraiment game changer parce que jusqu'alors, je m'étais formé avec d'autres personnes, mais qui étaient un peu des solopreneurs qui me formaient. Mais du coup, je voyais que c'était pas assez structuré, que voilà, moi, j'avais vraiment besoin d'un truc où c'était pas à moi de poser des questions quand j'avais besoin. Il y avait un côté coaching qui était actif aussi. Et c'est ce qu'on essaie de. Du coup, on s'est beaucoup inspiré de ça pour le reproduire aussi chez Miraxia. Bon, bah, on fera un réel exprès, comme ça il aura un petit témoignage, il sera content, Romain. Trop cool. On va passer à la partie questions. L'idée, c'est de répondre voilà, de manière intuitive à différentes questions du quotidien pour qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître. Si tu prends un petit déj, tu es plutôt salé ou sucré? Ça dépend. J'ai eu ma période salée et là, j'ai un peu plus de mal, mais on va dire plutôt salé maintenant. Film ou ta série préférée? Je regarde pas la télé. Euh, Bah, une série brésilienne, peu importe. Il faut que ça parle portugais. Pour la petite anecdote, je parle 5 langues et du coup, j'aime bien regarder les séries, par exemple, en italien sous-titré en portugais. Donc, voilà. Que ça soit, voilà. Faut que ça soit un peu, on va dire, exotique. Mer ou montagne? Montagne, rando. Non, montagne avec vue mer. La Corse, Ok. T'es plutôt du matin ou du soir? du soir. Enfin, ça dépend, le matin à partir de 10h. Sinon, le soir. Heureusement que j'ai demandé pas de justificatif, hein. Tu préfères lire un livre ou écouter un podcast? Un podcast. J'ai mis 2 ans pour lire un premier livre. Oui. Bon, comme quoi tout ne se cache pas dans les livres alors. Thé ou café? Café, Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? sport, Plutôt organisé ou freestyle? freestyle. Et là, j'ai été étonné. Je mets des process parce que j'ai aucune discipline. Mais ouais, tu verrais mon bureau, c'est le freestyle. Tant que ça se voit pas à l'extérieur, on va dire t'as le droit. Exactement. Et tu préfères 1 million cash maintenant ou 10 000 euros par mois à vie? 1 million de cash maintenant. Je le fais fructifier. Oui, je m'en doutais. Trop cool. On est là sur la toute fin. La dernière question que je pose, c'est pour savoir, en fait, tout simplement si tu as une dernière chose à partager, soit rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, ou soit carrément aborder un autre sujet. T'as le, t'as le choix. Non, pas de sujet supplémentaire particulier. Tu as abordé les bons sujets et juste, sur le tout premier qu'on a évoqué au début, sur le bootcamp, hâte de le mettre en place. C'est la première fois, il y a pas mal de stress et d'appréhension. Les gens se disent: «Ah ouais, il va lancer un séminaire, ça va être trop cool». Ouais, mais en fait, derrière, tu dis: «OK, il y a plein de choses à organiser, plein de choses à penser» et surtout pour faire en sorte que les gens qui viennent, ils ressortent mais 10 fois plus, heureux qu'en fait ce qu'ils s'étaient imaginé, au départ. Donc ça va être le gros challenge des prochains mois là de bien tout cadrer et faire vivre une vraie expérience. Bien. Bon, bah, normalement, j'y serai. Yes. Merci à toi. On mettra du coup en lien, enfin en description plutôt tous les liens. Les gens qui veulent te rejoindre sur Instagram pour connaître ton histoire ou même aller à l'étape d'après. Je suppose que tu as différentes ressources pour aller plus loin. En tout cas, Yes. merci de l'échange. Je suis trop content et puis bah, hâte de voir tout ça, voir la suite. Merci à toi Tom. À bientôt. À Bye bientôt. bye. Ciao, ciao.